Bonjour, donc tout d'abord je voudrais remercier les organisateurs pour l'invitation. Donc je vais essayer à travers cet exposé de vous présenter disons, les problèmes que j'aborde ainsi que les techniques que j'utilise pour essayer de les résoudre. Alors ces problèmes s'inscrivent dans le domaine des équations aux dérivées partielles qui est à large portée. En effet, donc de nombreux phénomènes physiques, chimiques, biologiques sont régis par des équations aux dérivées partielles. C'est par exemple le cas des mouvements des océans, de la propagation de la chaleur dans un milieu ou par exemple le comportement des marchés financiers. Alors pour comprendre ces phénomènes, l'enjeu c'est d'abord de les modéliser, c'est-à-dire de les mettre en équation. Ensuite, d'analyser donc les équations qui rentrent en jeu. Évidemment, ces deux étapes ne sont pas évidentes et les avancées donc, dans la compréhension de ces phénomènes, eh bien, vont de pair avec, comme on le verra par la suite, avec les progrès scientifiques, et évidemment, s'étalent sur des décennies, voire des siècles, et en fait, certains phénomènes ne sont pas encore compris. Hein, c'est ce qui fait notre pain quotidien. Hein. Si tout est compris, on n'aura plus grand-chose à faire. Alors dans cet exposé, j'ai sélectionné deux modèles qui vont mettre en évidence le non-cloisonnement entre les différentes branches mathématiques ainsi que les disciplines scientifiques. Et concernant donc l'étude des équations, donc je vais aborder certains aspects. Mais en fait, comme l'a déjà montré donc, Franck dans la première partie de cette matinée, donc en fait l'étude peut comporter plusieurs aspects. Déjà, il faut définir ce qu'on appelle par notion de solution. Il faut montrer l'existence, l'unicité. Alors quand on parle d'existence, est-ce que c'est l'existence globale ou il y a une explosion à temps fini? Il y a le problème aussi de stabilité qui a été évoqué. Il y a aussi, quand on a une existence globale, l'analyse asymptotique en temps lent, etc. Donc en fait, je vais vous présenter, comme je l'ai déjà dit, donc, deux modèles. Le premier modèle, donc, il est issu donc, de la mécanique des fluides, hein, qui est censé décrire les écoulements des fluides. Ici, je vais parler d'un système entre... Pardon ? Je peux remonter parce que là, vous tapez dans l'écran. Voilà, comme ça. Ok. Donc, du problème du système de Navier-Stokes, donc, qui décrit... l'écoulement donc des fluides parfaits incompressibles, et comme on le verra, le point de départ pour modéliser ce phénomène, ça va être le principe fondamental de la mécanique des fluides, en fait qu'on apprend au lycée, hein, sous la forme donc F égale à m gamma, où F c'est la force, m la masse et gamma l'accélération. Et le second modèle, il provient en fait d'un problème géométrique qui est en lien avec les surfaces minimales, autrement dit, les surfaces d'air minimales avec contrainte et particulièrement des cônes de Simons qui interviennent dans le problème de Berilstein. Alors, il y a bien sûr pas mal d'autres modèles sur lesquels j'ai ou j'ai pas travaillé, notamment l'équation de Schrödinger qui est très importante en mécanique quantique,
ou l'équation d'Helmholtz qui est très importante en imagerie médicale. Et bien sûr, il y a pas mal d'autres équations. Donc en fait, au départ, les mathématiciens cherchaient à obtenir des solutions exactes ou approchées sous forme de séries ou de solutions approchées avec des fonctions d'approximation de fonctions connues, mais c'est ce qu'on fait à peu près pour les équations différentielles, pour certaines équations différentielles, mais se sont très vite donc aperçus de la difficulté de cette approche et donc ils ont cherché plutôt à construire des méthodes générales donc, de résolution, mais évidemment ces méthodes elles vont dépendre des équations à étudier et en fait il y a des tonnes d'équations. Déjà, il y a deux grandes catégories d'équations. Les équations d'évolution, ce sont les équations qui dépendent du temps et qui décrivent un phénomène au cours du temps. Et puis, il y a les équations stationnaires qui ne dépendent pas du temps et qui, parfois, en fait, sont obtenues comme état limite des premières équations. Alors, toutes ces diverses méthodes qui coexistent dans les travaux, elles s'appuient sur des outils qui diffèrent donc d'un problème à l'autre. Et en fait, l'outil qui a essentiellement inspiré la majeure partie de mes travaux, c'est la théorie de Littlewood-Paley qui est basée sur la transformée de Fourier. Alors la transformée de Fourier, que vous connaissez en fait tous, tout le monde sait que se donner une fonction f, c'est équivalent à se donner sa transformée de Fourier f chapeau. Et donc cette dualité entre l'espace physique et l'espace, donc des fréquences, est très importante en EDP. Elle permet donc notamment de résoudre explicitement les équations donc, aux dérivées partielles linéaires à coefficients constants. Bien sûr, la transformée de Fourier possède d'autres propriétés mais, qui sont très importantes, mais que je ne vais pas énumérer ici. Donc, ce qui est important, donc, ce que j'utilise en tout cas très régulièrement, c'est la théorie de Littlewood-Paley et le calcul par différentiel de Jean-Michel Bony. Donc en fait, donc cette théorie, c'est une procédure donc, de découpage dans l'espace des fréquences. Et donc essentiellement, donc on découpe l'espace des fréquences donc en couronne dyadique, oui je dessine très mal. Et donc ce découpage, donc, il fournit un outil très important pour séparer donc l'étude des EDP dans les différents régimes. Et ça c'est très important parce que la vitesse de propagation, en fait, elle dépend des modes. Et donc, le fait de séparer, ça vous donne l'information optimale. Alors, bien sûr, cette théorie, elle a plusieurs utilités. Donc, la première, grâce, en fait, à ce découpage de l'espace des fréquences, elle permet de décomposer n'importe quelle fonction en une somme dénombrable de fonctions régulières dont la transformée de Fourier est supportée dans une couronne de taille 2 à la puissance q. Et en fait, l'idée de base de cette théorie, elle réside dans deux inégalités qu'on appelle inégalités de Bernstein, que j'énoncerai un peu plus tard, mais qui permettent par exemple de caractériser quasiment tous les espaces fonctionnels de manière très simple, d'étudier les lois de produits. Tout le monde sait que c'est compliqué d'étudier les produits quand c'est défini donc des distributions,
et d'obtenir donc des preuves d'inégalités fonctionnelles. Les inégalités fonctionnelles sont très très importantes en EDP, hein, puisque beaucoup de résultats sont obtenus à partir d'estimations a priori, et donc ces inégalités rentrent en jeu, et puis on peut même les préciser, et évidemment cette théorie est très utile, donc, comme je l'ai dit au début, dans l'étude des EDP. Donc évidemment, pour étudier une équation aux dérivées partielles, le cadre est très important, hein. Donc, comme l'a montré Franck, en fait, si on travaille sur un domaine, il faut tenir compte de la nature du domaine. Alors en fait, je n'ai jamais travaillé en fait sur les domaines, mais voilà, donc où on peut étudier l'EDP sur l'espace en entier. Donc ce n'est pas très physique, mais on peut accepter, disons, cette approximation si on est très loin du bord. Sinon, on peut travailler sur un domaine ou une variété différentielle. Et dans ce cas, il faut faire attention au bord. Il y a un cadre moins naturel, enfin, qui semble moins naturel, c'est le cas des groupes de Lie non commutatifs, comme par exemple le groupe de Heisenberg, sur lequel j'ai beaucoup travaillé et qui intervient donc en mécanique quantique ou en analyse complexe et dans pas mal de domaines en physique et en mathématiques, ou par exemple les groupes de diamante qui sont essentiellement les groupes qu'on obtient à partir du groupe de Heisenberg en faisant agir le Thor et qui interviennent dans la théorie des cristaux. Alors, pourquoi c'est plus difficile en fait d'étudier des EDP sur les groupes de Lie non commutatifs, hein, comme je l'ai déjà dit, le point, disons, important quand on fait des EDP, c'est la transformée de Fourier. Or, pour les groupes de Lie non commutatifs, eh bien, la transformée de Fourier n'est plus une fonction, mais c'est une famille d'opérateurs. Donc, même si on arrive par exemple à résoudre explicitement, comme c'est le cas pour le cas euclidien, les EDP, eh ben, les formules sont très compliquées. Donc il y a déjà ce premier problème. Et puis l'autre problème, c'est que en général, donc, le Laplacien, qui est la somme des dxj carrés, eh bien, il joue un rôle central dans les EDP. Eh bien, ce Laplacien, lorsque vous travaillez sur un groupe de Lie non commutatif, il va être remplacé par le Laplacien du groupe, qui est en fait ce qu'on appelle un sous-Laplacien en général. Et donc, de toute façon, le Laplacien du groupe, il ne va plus être elliptique, il va être ce qu'on appelle sous-elliptique. Et en fait, ça va être la somme aussi des carrés de champs de vecteurs, mais d'un nombre qui est strictement inférieur à la dimension du groupe. Et le fait qu'il soit strictement inférieur à la dimension du groupe, eh bien, ça va engendrer quelques petits problèmes, mais en fait, les directions manquantes, on les obtient en faisant le crochet de Lie de ces champs de vecteurs. Bien sûr, il ne faut pas prendre n'importe quel champ de vecteurs pour avoir le Laplacien, mais voilà, donc déjà, ça c'est le premier problème. Par exemple, si vous regardez Schrödinger, eh bien, il faut remplacer, si vous travaillez avec Schrödinger sur un groupe, donc on remplace le Laplacien par le Laplacien du groupe, et j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Eh bien, ces deux équations ne se comportent pas de la même manière. Par exemple, si vous travaillez sur RD, cette équation de Schrödinger donc, va vérifier ce qu'on appelle des inégalités dispersives que je vais expliquer avec une décroissance en 1 sur t, d sur 2, alors que pour Schrödinger, par exemple, sur le groupe de Heisenberg, il n'y a pas de dispersion. On a démontré ça
avec Patrick Gérard et Chao Jiangsu. Donc non seulement c'est plus compliqué à étudier, mais en fait il y a des phénomènes différents. Et par exemple récemment on a travaillé avec Isabelle Gallagher et Clotilde Fermagnon pour des groupes encore plus généraux, et là on a trouvé des phénomènes différents. Hein, donc je tâcherai d'expliquer un petit peu tout ça. Et donc pour surmonter toutes ces difficultés et pour comprendre ces phénomènes qui sont de nature différente que le comportement en fait de ces équations sur RD, eh bien on a été amené à développer pas mal d'outils comme la théorie de Littlewood-Paley ou un calcul pseudo-différentiel. Et en fait, grâce à ça, pratiquement, on a obtenu le même type de résultat, donc à savoir des injections de Sobolev, des inégalités fonctionnelles, les lois de produit, etc. Donc, dans cette première partie, j'ai essayé de vous expliquer de manière générale donc, les problèmes que j'aborde ou qu'on aborde. En fait, je ne fais pas beaucoup, il y a toute une branche de modélisation, mais en fait, je voulais un petit peu expliquer avec des exemples simples comment on arrive à certaines équations. Et donc, comme je l'ai déjà dit, le premier modèle, ça va être le système de Navier-Stokes, donc, qui est en lien avec la mécanique des fluides et qui va être donc l'étude du comportement des fluides. Ce qu'on appelle fluide, c'est liquide ou gaz. Et les fluides, en fait, perdent leur forme au cours donc, du temps, contrairement aux solides. Et évidemment, tout ça a un grand intérêt en physique et notamment donc il y a pas mal d'applications en météorologie ou océanographie. Et l'étude donc du comportement des fluides, en fait, tout le monde sait ça, ça remonte à l'Antiquité donc avec Archimède qui a notamment découvert que si vous plongez un corps dans un fluide, eh bien, il va recevoir donc, une force qui va s'exercer du bas vers le haut et qui est égale à sa masse. Mais il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour voir les premières équations. Hein, c'est pratiquement avec la naissance du calcul différentiel que la modélisation donc, de ce type de phénomène a pris fin. Et évidemment, il y a beaucoup de mathématiciens qui ont participé à ce type d'expérience. Et en fait, en 1748, l'Académie des sciences de Berlin a proposé un problème, un prix en fait, de mathématiques autour de ce problème. Et Jean d'Alembert, en fait, a présenté un manuscrit, mais donc le prix a été attribué à Jacques Adamy, mais enfin, le manuscrit a apparemment disparu. Mais donc voilà, ça date, disons, voilà, du XVIIIe siècle. Et donc, comment on obtient rapidement ce système de Navier-Stokes? Donc, comme je l'ai déjà dit, le point de départ, c'est le principe fondamental de la mécanique classique. Et donc, si je regarde une particule, ici j'appelle U donc, le champ de vitesse. Donc, le champ de vitesse à l'instant t et au point x. Eh bien, il va dépendre de t, mais le point x, en fait, va dépendre de la position initiale et du temps. Et par un calcul élémentaire, eh bien, si on suppose que la force est nulle, eh bien, on va trouver que l'accélération des particules est nulle et on va avoir affaire à cette équation-là. Par ailleurs, là,
on a pris donc un exemple plus simple. Hein. On suppose donc que le fluide est incompressible, ce qui signifie que le flux rentrant est égal au flux sortant dans n'importe quel volume du fluide. Et en fait, grâce à la formule de Stokes, on va obtenir donc la condition de divergence nulle. Or, en fait, ces deux premières équations sont incompatibles, hein, puisque la divergence n'est pas propagée par l'équation dTu plus U grade U. Donc, il faut corriger, et on corrige en fait en rajoutant donc la pression. Et en fait, si vous prenez un champ de divergence nul, il est orthogonal au gradient, et donc pour compenser cette partie-là, eh bien, on rajoute la pression sous forme de gradient, et on obtient ainsi donc l'équation suivante qui est due à Euler. Mais donc après, voilà, je ne sais pas, d'Alembert était peut-être pas très content de ne pas avoir eu un prix, et donc voilà, il y a eu pas mal de discussions autour de l'équation de l'air, et voilà, les gens cherchaient à comprendre pourquoi, si on plonge un solide dans un fluide, il va subir une sorte de force de freinage, et en fait, on doit donc à Navier-Stokes donc l'idée d'introduire donc ce terme supplémentaire qui est censé donc représenter la perte d'énergie qui est due au frottement, et on obtient ainsi le système de Navier-Stokes. Donc ce système de Navier-Stokes qui date du XVIIIe siècle, eh bien, il n'est pas compris entre guillemets jusqu'à présent. Donc en fait, Leray a montré que ce problème est bien posé en dimension 2, mais pour les dimensions supérieures ou égales à 3, bon, il y a beaucoup de résultats, mais jusqu'à présent, on ne sait pas si on peut avoir une solution qui explose en temps fini ou pas. Et c'est la question à 1 million de dollars, donc elle fait partie de ce qu'on appelle les 7 problèmes du millénaire. Donc alors ma contribution dans ce domaine donc, concerne la question de stabilité faible, et donc c'est des travaux en collaboration avec Isabelle Gallagher et Jean-Yves Chemin. Et donc le problème est le suivant. Donc si on se donne une suite de données de Cauchy, qu'on suppose bornée dans un espace invariant par scaling, alors l'équation en fait de Navier-Stokes, on peut vérifier facilement qu'elle présente une certaine invariance par scaling, et on se demande donc si cette suite-là, qui est invariante, bornée invariante dans un espace donc invariant par scaling, si elle converge faiblement, c'est-à-dire au sens des distributions, vers un élément qui engendre une solution globale, la question qui se pose, est-ce que pour n assez grand, c'est le cas pour la suite de données de Cauchy? Alors évidemment, répondre à cette question revient exactement à résoudre la question à 1 million de dollars, parce que à cause de l'invariance par scaling, hein, si vous prenez ces exemples-là, ils convergent faiblement vers 0. Et donc, si vous savez répondre, ça veut dire que ces suites-là vont générer des solutions globales pour n assez grand. Et après, en fait, à cause de l'invariance par scaling, vous déduisez la même chose donc, pour les fonctions fixes U0. Et donc, ça y est, c'est terminé, vous avez résolu la question. Donc, la réponse qu'on a apportée, elle est affirmative, mais moyennant une condition en fait supplémentaire qui va exclure toutes les suites obtenues en rescalant donc un champ de vecteurs fixe par les invariances par scaling de l'équation de Navier-Stokes.
Donc les arguments clés qu'on a utilisés pour démontrer ça, il y a deux arguments en fait importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle les décompositions en profil, alors connues dans le monde de l'elliptique par les bubbles. Et ces décompositions en profil, en fait, elles décrivent le défaut de compacité des injections de Sobolev. Par exemple, hein, si je considère l'injection de Sobolev H.1,5 dans L3 de R3, eh bien, si vous prenez une suite bornée dans H.1,5, alors, à extraction près, vous pouvez l'écrire comme sa limite faible, plus en fait une somme de rescalés de fonctions fixes hein, par les invariances de l'équation, modulo un reste petit dans L3. Hein, donc ce résultat tel qu'il est énoncé ici, il est dû à Patrick Gérard, mais en fait les profils ont apparu avant dans des travaux de Brésis-Coran ou de Struver, mais pour des solutions d'EDP. Donc là, ce résultat est général. Vous prenez n'importe quelle suite de solutions et l'idée, c'est qu'elle va s'écrire comme une superposition de profils orthogonaux modulo un reste petit. Et évidemment, ce type de résultat a été généralisé à d'autres cadres. Hein, donc, par exemple, avec Albert Cohen et Gabriel Koch, mais en utilisant, disons, une approche différente basée sur les ondelettes, donc caractériser le défaut de compacité des injections de Sobolev dans les Bezoff, les Lorentz, BMO, etc. Ou par une approche complètement différente, le cas des espaces d'Orlix qui intervient par exemple pour H1 de R2 s'injecte dans l'espace d'Orlix. Ça c'est le cas limite où on ne s'injecte pas dans les espaces de Lebesgue et en utilisant aussi d'autres approches. Donc comme je l'ai dit, la première étape c'est d'utiliser les décompositions en profil. Donc, ce qu'on fait donc avec Jean-Yves et Isabelle, c'est un cadre plus général, anisotrope, donc je ne rentre pas dans les détails. Et en fait, une fois qu'on fait ça, on est ramené à construire des solutions globales pour des classes de données particulières. Et en fait, l'idée de ces décompositions en profil, c'est que si vous avez une équation linéaire, vous savez que les solutions se superposent hein, sans problème. Si vous avez U et V, deux solutions, alors U plus V est une solution pour une équation linéaire. Évidemment, ce n'est pas le cas pour les équations non linéaires. Mais en fait, grâce à ça, c'est-à-dire essentiellement, si vous savez que ça, phi0 génère une solution globale, si vous savez que chaque bout génère une solution globale à cause, et celui-là génère une solution globale à cause de l'orthogonalité, en fait, les différentes solutions que vous obtenez vont disons, interagir très peu. Et donc, du coup, la somme va être une solution approchée et on se débrouille. Et donc, l'argument, après, ça consiste à montrer voilà, que chaque bout va vous donner une solution globale. Donc, bien sûr, le cadre avec lequel on a travaillé, il est plus général et il fait appel donc, aux espaces de Bezoff anisotropes. Donc, le deuxième modèle, c'est l'équation d'onde quasi-linéaire suivante. Donc, qui, en fait, donc, comme je l'ai déjà dit au début, cette équation, en fait, intervient dans le cadre des surfaces minimales et particulièrement donc, dans le cadre des cônes de Simons. Donc, ce type de problème, il est en lien avec le problème de Bernstein.
Donc en fait, le problème de Bernstein est le suivant. Donc si vous avez le graphe d'une fonction u sur Rn, si c'est une surface minimale, donc dans Rn plus 1, la question qui se pose, est-ce que la fonction u est linéaire? Autrement dit, est-ce que le graphe est un plan? En fait, pourquoi on se pose cette question? Parce qu'en fait, Bernstein, pour le cas n égale à 2, il a démontré que c'est le cas. Donc par une approche en utilisant l'analyse complexe. Au départ, on pensait que c'était uniquement lié au cas n égale à 2. Et donc après, il y a eu d'autres preuves qui se sont généralisées à des dimensions supérieures. Et donc, du coup, la question au départ était posée, est-ce que c'est vrai tout le temps? Alors d'abord, il faut noter que ce problème, il est lié à cette EDP. Alors pourquoi ça? Tout simplement parce que si le graphe est une surface minimale, alors c'est forcément un point critique de la fonctionnelle d'air. Or, l'air, donc évidemment, du graphe, ça va être ça. Et par un calcul élémentaire, donc, on tombe sur cette équation-là. Et évidemment, ce problème admet plusieurs versions selon le contexte. Et par exemple, si je travaille dans l'espace de Minkowski et je prends donc des surfaces qui dépendent de t et de x, eh bien, on va tomber sur ce type d'EDP. Et en fait, dans le cadre des cônes de Simons, qui sont des surfaces minimales et non des graphes, eh bien, on va tomber sur ce type d'équation. Et comme vous voyez, là, on a un terme singulier qui apparaît, puisque vous divisez par 1 sur u. Donc évidemment, comme vous voyez très bien, déjà, il faut voir, parce que ce terme-là, la racine, évidemment, il faut que tout ça soit positif. Donc déjà, étudier ce type d'équation quasi linéaire, ça demande donc, même pour l'existence locale, ça demande du temps. Et donc, disons, ma contribution pour ce type d'équation, ça a été de montrer qu'il y a une formation de singularité par une approche constructive. Et en fait, donc toutes ces techniques, en fait, quand on veut montrer qu'on a une solution qui explose, on essaye donc de la construire en perturbant donc, disons, la solution stationnaire rescalée. Et donc, disons, en gros, d'abord, on montre qu'on a une solution approchée. Et là, il faut faire une étude très fine et de la solution stationnaire et du linéarisé de l'équation autour de la solution stationnaire, hein, parce que c'est lui qui permet, c'est comme l'optique géométrique, en fait, c'est lui qui va permettre de construire la solution approchée qu'on doit construire sur des zones différentes selon les modèles. Et après, à partir de cette solution approchée, eh bien, on construit une solution exacte qui va exploser en temps fini. Bon, là, c'est un domaine où je n'ai pas utilisé de manière directe la théorie de Littlewood-Paley, mais donc, comme je vous l'ai déjà dit, hein, les outils principaux que j'ai utilisés sont la transformée de Fourier et le calcul donc, paradifférentiel de Jean-Michel Bony. Donc déjà rapidement, comment la transformée de Fourier intervient en fait dans les EDP. Donc je pensais qu'il y aurait beaucoup plus d'étudiants, donc j'ai préparé un petit peu l'exposé dans ce sens. Donc la première chose, comme je l'ai déjà dit, ça permet de résoudre explicitement les EDP linéaires à coefficient constant. Et en fait, ce qui est important, c'est que grâce à cette étude-là, on peut donc établir des inégalités dispersives. Et en fait, ces inégalités dispersives, par un argument qu'on appelle, un argument d'analyse fonctionnelle qu'on appelle le TT-star, permet d'établir des estimations de Stricard qui jouent un rôle très important
dans l'analyse des EDP non linéaires, même si ces estimations, on les démontre pour des solutions d'équations linéaires. Alors rapidement, par exemple, si vous prenez l'équation de Schrödinger, vous faites Fourier par rapport à x, vous allez résoudre la transformée de Fourier de V, par inversion vous trouvez V, et là, en appliquant Young, vous allez avoir votre dispersion, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire ça disperse avec un taux de l'ordre 1 sur t à la puissance d sur 2. Et en fait, grâce à cette inégalité dispersive, on obtient ce type d'estimation, d'abord en utilisant la dualité, ensuite donc en couplant la dispersion avec l'inégalité de Hardy, Littlewood, Sobolev. Donc je n'ai pas beaucoup de temps pour détailler tout ça, mais c'est des arguments bien connus et standards. Et en fait, grâce à ces arguments-là, par exemple, grâce à ces estimations de Streckars, on est capable de montrer qu'on a des solutions en appliquant donc la méthode du point fixe et les estimations de Streckars. On peut montrer que si U0 est de norme assez petite, alors on peut donc résoudre globalement cette équation-là. Donc surtout, donc, comme je vous l'ai déjà dit, la théorie de Littlewood-Paley a été prépondérante dans mes travaux. Et donc, l'idée, c'est de découper l'espace des fréquences en couronne de taille de Q. Donc, essentiellement, avec ce découpage, c'est comme si dans l'espace des fréquences, les blocs dyadiques ne se rencontrent pas. Donc, en utilisant Fourier-Plancherel, vous allez pratiquement montrer que la norme L2, c'est comme la norme L2 de ces blocs-là. Alors, comme je l'ai déjà dit aussi, le point important pour cette théorie, c'est les inégalités de Bernstein qui vous disent que pour ces blocs-là, ou de manière plus générale, si vous prenez une fonction dans le spectre et dans une couronne de taille lambda, eh bien, une dérivation va coûter lambda, est équivalente à lambda. Hein, donc, si vous travaillez avec P égale à 2, ça c'est exactement Fourier-Plancherel, sinon il faut travailler un peu plus en utilisant Young. Et vous pouvez aussi, disons, passer de LQ à LP. Et tout ça est très utile. Voilà, par exemple, ce genre de propriété vous permet de caractériser ainsi les espaces de Sobolev. Et comme je l'ai dit, hein, si vous étudiez une EDP selon les régimes, donc vous faites passer delta J, vous faites vos estimations et après vous récupérez le tout dans l'espace de Sobolev où vous travaillez en utilisant cette équivalence des normes. Et bien sûr, il y a d'autres applications. À cause de la deuxième inégalité, vous allez obtenir les injections de Sobolev. Il y a aussi les lois de produit et pas mal d'autres applications. Là, je voulais illustrer par une application pour des équations d'ondes quasi linéaires hein, qui interviennent en relativité générale. Donc, c'est une série de travaux avec Jean-Yves Chemin où on a introduit donc une méthode de découpage microlocal qui a été utilisée par la suite dans d'autres contextes. Donc l'idée, c'est d'étudier ce type d'équation et voir pour quelle régularité on est capable de résoudre localement ce type d'équation. Donc en fait, comme pour Navier-Stokes, on a certaines invariances par scaling et ici, le scaling, c'est pour U0 dans H.D sur 2 et DTU dans H.D sur 2 moins 1. Alors en fait, par les méthodes d'énergie, mais qui s'appliquent aussi au système, on sait résoudre pour S strictement supérieur à D sur 2 plus 1. En gros, en faisant des estimations d'énergie appliquant grand val, on a besoin de contrôler le grade de U donc, dans L1, L infini. Donc comment faire pour
améliorer cet indice de régularité. Donc pour améliorer cet indice de régularité, il faut essayer d'établir des estimations de Strécars. Les estimations de Strécars traduisent deux phénomènes, un gain de régularité entre guillemets et une propriété de décroissance à l'infini. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, les estimations de Strécars découlent par un argument d'analyse fonctionnelle bien balisé, grâce à Gini Brevello entre autres, des inégalités dispersives. Alors pour Schrödinger, c'était immédiat. Pour les ondes, il faut travailler un peu plus et appliquer un théorème de phase stationnaire sur une représentation de la solution. Hein, en gros, vous faites pareil, si vous avez les ondes, vous allez écrire, appliquer donc la transformée de Fourier, et vous allez écrire U comme U plus et U moins, et chaque bout c'est E de I x xi plus IT module de xi, etc. Et donc il faut bricoler chaque partie là en faisant des intégrations par partie. C'est ce qu'on appelle la méthode de phase stationnaire. Et donc là, il faut faire à peu près la même chose pour notre équation d'onde quasi-linéaire. Donc pareil, hein, donc qu'est-ce qu'il faut faire? On a essayé en général quand les équations sont à coefficients variables, on applique la méthode de l'optique géométrique et on va, donc il y a des phases et une amplitude à déterminer et ceci se fait en essayant de résoudre des équations d'Hamilton-Jacobi et des équations de transport. Mais ici, voilà, si vous voulez travailler, hein, parce que votre équation, donc les coefficients dépendent de U, vous voulez que U ne soit pas régulier, donc les coefficients ne vont pas être réguliers. Et donc vous allez être confronté à des coefficients qui ne sont pas réguliers. Et donc l'idée, c'était quoi? C'est, comme je l'ai dit avant, vous faites passer votre opérateur de troncature en fréquence delta J. Delta J d'une fonction, c'est quelque chose de très régulier. Et donc là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous regardez, vous étudiez la solution, la partie de la solution donc, qui est relative aux fréquences de taille 2 à la puissance J. Cette partie-là, elle va satisfaire une équation d'onde à coefficient régulier. On se dit, OK, tout va très bien, donc on va pouvoir tout faire. Ben non, le gros problème, c'est que quand vous régularisez en appliquant les delta J, eh bien, ces opérateurs, ce que vous obtenez va garder en mémoire la régularité d'origine. C'est-à-dire, même si vous travaillez avec des coefficients réguliers, si vous essayez de les estimer, si vous regardez, donc l'estimation va exploser quand J tend vers l'infini. Donc vous ne pouvez pas avoir des estimations uniformes par rapport à J. Et donc du coup, chaque bout, d'accord, il va vérifier une équation d'onde à coefficient régulier, mais les estimations que vous allez avoir vont dépendre de J. Et du coup, vous ne pouvez faire vivre cette solution que sur un intervalle de temps qui dépend de 2 à la puissance J. C'est pour ça qu'on dit représentation donc micro-locale de la solution. Donc en fait, votre solution va, quand vous faites ça, vous allez obtenir donc des solutions sur des intervalles dont la taille dépend de 2 à la puissance J. Vous dites, OK, j'oublie tout, et vous faites la théorie classique et vous obtenez des estimations de Strécars. Ces estimations de Strécars vont être définies sur des intervalles de taille 2 à la puissance J, et après vous recollez tout ça sur 0t, et vous allez perdre le nombre. Le nombre va vous apparaître, donc ça dépend de l'estimation que vous cherchez à obtenir, mais voilà, et le 2 à la puissance J, ça représente une certaine régularité, et donc en recollant les estimations, on a une certaine perte de régularité, mais quand même on arrive à améliorer les indices. Et donc ça, c'est une méthode assez robuste qui passe à pas mal d'autres domaines.
J'ai encore combien de temps? D'accord, ouais, bon, je suis un peu perdue. Bon, donc ça c'est le cas euclidien. Donc comme je vous l'ai déjà dit, les groupes, je me suis aussi intéressée au groupe de Lie et surtout au groupe de Heisenberg. Bon, ce groupe-là, on peut le définir de plusieurs manières. Par exemple, comme le produit de l'espace cotangent sur RD par R, muni de cette loi qui est de manière évidente non commutative. Et en fait, ce qui joue un rôle très important, c'est ce qu'on appelle donc les champs de vecteurs invariants à gauche. Et donc là, en fait, on voit très bien qu'on n'a pas le même scaling par rapport à T étoile de RD et R. Et donc, en fait, on a les 2D premiers champs de vecteurs qui n'ont pas le même scaling que le dernier qu'on obtient en regardant le crochet de Lie de deux éléments de la première famille. Et comme je l'ai déjà dit, le Laplacien, ça ne tient pas compte de tout le monde. Donc là, par exemple, pour Heisenberg, eh bien, il y a une direction qui manque, c'est ds. Et de manière générale, sur les groupes de Lie, on peut définir pratiquement tout, des mesures, produits de convolution, inégalités de Young, etc., des espaces de Sobolev, mais évidemment des espaces de Sobolev où on n'utilise que la première famille de champs de vecteurs qu'on appelle les champs horizontaux. Et le premier problème, comme je vous l'ai dit, en fait, si l'ensemble des caractères, on peut montrer facilement qu'il est isomorphe donc à l'espace cotangent sur RD, comme on est en dimension 2D plus 1, si on définit comme sur le cas euclidien la transformée de Fourier par les caractères, eh bien ça ne dépendrait que de la moyenne verticale. Et donc en général, donc, pour les groupes en fait, de Lie non commutatifs, eh bien on définit ça par les représentations irréductibles du groupe. Alors ça paraît très compliqué, mais en fait si on fait très attention, on a des formules, et ces formules-là donc, aident, disons, à étudier des EDP. Et donc récemment, avec Jean-Yves Chemin et Raphaël Danchin, malgré le fait que la transformée de Fourier est assez complexe, on a réussi à identifier un espace de fréquence et à étendre cette notion de transformée de Fourier aux distributions tempérées, ce qui est très important si on veut faire des EDP. Alors comme je l'ai déjà aussi dit, hein, les espaces de Sobolev ne tiennent compte que de la famille, la première famille des champs de vecteurs. Et donc par exemple, si je reviens au problème qu'a évoqué Franck Boyer tout à l'heure, c'est-à-dire si vous travaillez sur un domaine, vous avez besoin de voir, vous avez U par exemple dans H1 et vous voulez voir la trace de U sur le bord, eh bien c'est un problème très difficile pour le groupe de Heisenberg parce que vous n'êtes pas sûr d'être en tout point non caractéristique. Donc ça c'est un des gros problèmes lorsque vous cherchez à faire, disons, à obtenir, à définir de manière générale la trace. Hein, et donc les opérateurs de trace, voilà, donc il y a deux cas. Donc le cas non caractéristique, on peut se débrouiller, mais il y a le cas caractéristique. Hein, donc là, le cas non caractéristique, on redresse, on s'amuse, on peut se débrouiller au moins localement, mais voilà, des cas caractéristiques, ça existe. Et par exemple, si vous avez une surface qui est difféomorphe à la sphère unité, alors elle va admettre un point, au moins un point caractéristique, c'est-à-dire un point où tous les champs avec lesquels vous définissez votre espace de Sobolev vous claquent dans les doigts. Et donc là, vous ne pouvez rien faire. Et ce genre de résultat découle d'un théorème de topologie algébrique qu'on appelle le théorème de la boule chevelue, qui vous montre que nécessairement il y a un point où tout claque, quoi.
Et donc là, avec Jean-Yves Chemin et Chao Jiangxu, on a réussi dans certains cas à démontrer des théorèmes de trace. Essentiellement quand c'est non caractéristique, on se débrouille. Et quand c'est caractéristique, eh bien, on demande une certaine condition de dégénérescence qui va faire que votre point est isolé. Et donc on fait une sorte de méthode d'éclatement autour du point qui nous permet de nous ramener au cas non caractéristique. Et puis récemment, donc avec Isabelle Gallagher et Clotilde Fermagnon, on s'est intéressé à des groupes encore plus généraux. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je regarde Schrödinger sur Heisenberg, eh bien, on n'a pas de dispersion, on a zéro dispersion, c'est-à-dire on a un contre-exemple pour lequel la norme est la même au cours du temps. Et donc, on s'est intéressé à des groupes encore plus généraux, ce qu'on appelle les groupes de Lie stratifiés. Et donc, pour ces groupes-là, la transformée de Fourier est encore plus compliquée. Elle fait intervenir en fait deux paramètres. Pour Heisenberg, il y a un seul paramètre, le lambda qui est dans le dual du centre. Pour ces groupes plus généraux, il y a deux paramètres, lambda qui est dans le centre et nu qui est dans le radical d'une certaine forme bilinéaire antisymétrique. Et en fait, si vous regardez les représentations, donc pour le groupe de Heisenberg, donc je dis il n'y a que lambda, et en gros lambda intervient comme lambda ou module de lambda. Alors que pour un groupe général, on n'a plus de lambda, mais on a des fonctions étagies de lambda qui sont de manière générale inconnues et homogènes de degré 1. Et donc là, on a étudié donc, la dispersion pour ce type de groupe. Et ce qui est marrant, le fait qu'il y ait ce nu va changer la donne. En fait, pour le groupe de Heisenberg, ce qui compte, c'est le centre. Et il y a en fait un échange entre les ondes et Schrödinger. C'est-à-dire une équation de Schrödinger sur Heisenberg se comporte comme une équation d'onde sur le centre. Et c'est pour ça que vous n'avez pas de dispersion. Hein, parce que pour les ondes, vous perdez la dispersion, c'est 1 sur t, d-1 sur 2. Et comme pour Heisenberg, le centre c'est 1, eh ben, vous n'avez pas de dispersion. Hein. En gros, l'idée c'est ça. Alors que si je prends un groupe général, ben, le lambda, le centre peut être déjà dans RP et le nu dans RK. Et donc en fait, ce qu'on a noté, c'est que l'équation de Schrödinger, elle va se comporter par rapport donc, à la variable du centre comme une équation d'onde et par rapport à la variable du radical comme une équation de Schrödinger. Donc on a un comportement mixte et donc on a, disons, des inégalités dispersives qui vont dépendre à la fois de la dimension du centre et du radical. Et bien sûr, donc, il faut faire très attention puisque il faut utiliser de manière fine ces étagies. Hein. On ne connaît pas grand-chose, on sait juste qu'elles sont homogènes de degré 1. Voilà, je vous remercie de votre attention.